Cet après-midi, je vous raconte le destin de l'une des premières femmes psychiatres en France au début du XXe siècle qui a lutté pour l'être et lutté une fois qu'elle l'a été au milieu de ceux qu'on appelait les aliénés, ou la véritable histoire de Constance Pascal, pionnière de la psychiatrie française. Quel a été son apport à la discipline ? Quelle était la place des femmes dans la psychiatrie en France au début du XXe siècle ? Pourquoi le nom de Constance Pascal a-t-il été effacé des mémoires ? Europe 1, 15h-16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Il fait un temps glacial en cette fin de décembre 1937. Dans le cimetière de Neuilly-sur-Marne, un tout petit groupe se recueille à l'abri des regards autour d'un modeste cercueil. La femme de 60 ans qui vient de s'éteindre, bien que reconnue dans le milieu de la psychiatrie, appréciée tant par les politiques que par les journalistes, a fait en sorte que ses funérailles se déroulent sans bruit, exigeant qu'aucune nécrologie ne soit publiée. Seuls quelques collègues de l'asile de Maison-Blanche sont présents, derrière mademoiselle Streicher, l'amie de toujours, et sa filleule Jeanne, 21 ans, en réalité, la fille de celle que l'on enterre. Quelques jours plus tôt, elle a découvert une lettre datant de 1933 écrite de la main de sa mère, redoutant alors une récidive de son cancer et qui, en guise d'adieu, a griffonné ces quelques phrases laconiques. « Mes dernières volontés. Ne pas pleurer, c'est inutile. Aucun frais d'enterrement, défense absolue de parade, de corbillard, de chevaux empanachés, de discours, de couronne, rien que ma voiture qui ira vite me déposer dans le trou. N'invitez pas les soi-disant amis. Je ne veux que Jeanne, Streicher et toi. Je te laisse seule. Débrouille-toi. Vis. Tu es intelligente, tu as droit à la vie comme les autres. Adieu. Constance Pascal. » Voilà qui est clair. La célèbre aliéniste semble résolue à l'effacement de son nom qu'elle a pourtant eu tant de mal à imposer parmi ceux de ses confrères tout au long de sa vie. Elle voudrait presque qu'on l'oublie. Elle a bien failli y parvenir. Mais n'en déplaise à Constance Pascal, l'histoire efface rarement totalement les noms de celles et ceux qui ont compté. Notre histoire prend sa source loin de la France, à l'est du Danube, au pied des premières montagnes des Carpates en Roumanie, ce pays de légende encore féodal par bien des aspects, où la petite Constanța Pascal voit le jour au cœur de l'été 1877 dans une vieille famille aristocratique, oisive et désargentée. La mort de son père 14 années plus tard dessert subitement les mailles du filet patriarcal dans lequel l'adolescente était jusque-là enfermée. Constanța s'empresse alors de prendre le chemin de l'école et elle rattrape son retard. En 1894, à 18 ans, la jeune bachelière n'a plus alors qu'une idée en tête, suivre des études de médecine. Mais à cette époque, il n'existe que 2 pays suffisamment progressistes pour tolérer quelques étudiantes sur les bancs de leur université de médecine, la Suisse et la France. Pour Constanța, issue d'une famille francophone et francophile, le choix est vite fait. En 1897, sur un quai de la gare de Bucarest, une jeune femme de 20 ans avance seule vers son avenir. Elle tient entre ses mains un billet de l'Orient Express. Contournant la fumée recrachée par la locomotive, elle monte à bord de l'un des 17 wagons aux couleurs bleu nuit et à liseré d'or. 32 heures après, elle descend gare de l'Est à Paris et s'installe rue Monsieur-le-Prince dans le 6e arrondissement, à 2 pas de l'école de médecine. Dans sa blouse en épais coton blanc, Constanța parcourt les couloirs de la faculté, feuillette les ouvrages de la bibliothèque, explore de sombres cabinets où sont entreposés toutes sortes de bocaux verdâtres, de mannequins, de squelettes ou de cadavres. Sans pâlir, la jeune femme se plonge avec application dans l'étude des secrets du corps humain. Manquant cruellement d'argent, elle donne des cours auprès des jeunes filles du collège Sévigné, où enseigne le philosophe Alain ou encore Jean Jaurès. Elle se lie d'amitié avec des étudiantes qui, comme elle, sont nourries par les valeurs de la méritocratie républicaine, comme mademoiselle Jeanne Streicher, qui prépare l'agrégation de lettres. Très sérieuse, c'est par le travail avant tout, par l'achèvement de leurs études supérieures et l'obtention d'un emploi hautement qualifié que ces jeunes femmes entendent prouver leur valeur. En 1903, 5 ans après son arrivée à Paris, Constanța Pascal
exploite à son profit le combat médiatique de Madeleine Pelletier, féministe parisienne d'avant-garde à qui l'on a refusé l'accès au concours de l'internat psychiatrique et qui, après une longue campagne pour défendre ses droits, est parvenue à ouvrir ce concours aux femmes. C'est ainsi qu'à la rentrée suivante, à l'asile de Villévrard, en région parisienne, les jeunes internes qui viennent d'intégrer la promotion 1903 regardent stupéfaits 2 femmes passer les portes du service. Madeleine arbore des cheveux courts et un costume d'homme, tout l'inverse de Constanza, qui porte un chignon et une longue robe noire. Époque si moderne que même les écrivains s'en mêlent, comme Marcel Proust, qui vient de commencer en secret sa recherche romanesque autour du souvenir affectif. Constanza Pascal vient donc de se jeter au cœur de l'une des grandes préoccupations de son époque, un puissant fond qui aspire et fascine tous ceux qui s'y penchent. Le 2 mars 1907, 2 ans après l'obtention de son diplôme de médecine, 10 ans après sa descente de l'Orient Express, la voici naturalisée française. Désormais, plutôt que mademoiselle, on l'appellera Constance pour les intimes et docteur pour les autres. 1 an plus tard, en mars 1908, Constance Pascal est la seule femme à se présenter au concours de médecins adjoints des asiles publics de province, et ce malgré une campagne d'aliénistes prétendant qu'une femme ne disposait pas de la force physique ou morale pour un tel poste. Ayant réussi ce nouvel examen grâce à son mérite, elle n'a plus qu'une idée, les contredire. Pourtant, malgré sa grande lucidité, elle ne sait pas encore tout à fait ce dans quoi elle s'engage. Et elle ignore encore tout des bâtons que l'on s'apprête à lui mettre dans les roues. En octobre 1908, Constance Pascal est en route pour prendre son premier poste de médecin aliéniste adjoint à Clermont-de-Loise, en Picardie. Comblée, la désormais trentenaire s'apprête à pénétrer dans le plus grand asile d'Europe, un premier pas dans cette vie professionnelle dont elle rêvait depuis toujours. Constance approche du portail principal de l'immense complexe hospitalier où elle vient d'être affectée. Un gardien, à grise mine, lui ouvre la grille puis la mène en direction du pavillon principal, situé au bout d'une longue allée de gravier bordée d'arbres sans feuilles. À la vue des premiers malades, négligés et en mauvaise santé, qui déambulent dans ces tristes jardins, la jeune femme frissonne. Les aliénés errent çà et là, dans leurs pyjamas blancs, sales et dépenaillés, comme infantilisés. Un sinistre spectacle s'offre à elle, mais illustre malheureusement la norme du système asilaire de l'époque. Car si la souffrance psychique est de mieux en mieux comprise, elle continue à faire peur et à être source de mépris. Les aliénés sont ici séquestrés, en retrait de la société, et il n'est pas vraiment question de les réintégrer. Ils sont près de 1700 en tout, maltraités, mal soignés, végétant dans ces pavillons qui parsèment le parc. Un mélange de patients qui n'ont rien à faire ensemble, dépressifs inoffensifs, dangereux psychopathes, épileptiques, syphilitiques, vieillards séniles et même quelques enfants dont certains ne souffrent que d'un léger handicap. Constance Pascal est affectée au pavillon Fils James, où séjournent les patients plus aisés, soi-disant mieux lotis. Elle observe les eaux usées et les résidus de décantation se déverser à l'arrière du bâtiment dans un marécage putride. Les vapeurs médicamenteuses se mêlent aux odeurs d'immondices et lui soulève le cœur. Et puis, elle fait une autre déconvenue. Au lieu d'être logée à l'écart, Constance Pascal dispose d'un appartement dans l'enceinte de son service. Sa chambre est si humide que les plâtres s'effondrent, ses livres et ses vêtements moisissent. Parfois, elle remarque que ses affaires ont été fouillées. En tant que femme célibataire, elle est surveillée par le directeur de l'asile. Clermont-sur-Oise n'est pas un hôpital, mais ressemble davantage à un bagne pour les fous. Ses premiers mois là-bas sont édifiants. La jeune femme, désormais âgée de 32 ans, est témoin des châtiments corporels infligés aux patients, à commencer par ceux qui tentent d'échapper à leur camisole de force ou aux cages qui enserrent leur lit. Pendant ses 6 premières années sur place, Constance Pascal fait interdire ce genre de pratique et tente d'améliorer la vie de ses patients. Elle distribue des serviettes hygiéniques pour les femmes qui jusque-là souillaient leurs draps, trop peu changés. Pour les enfants, qui la surnomment la bonne doctoresse, elle fait planter des parterres de fleurs colorées sous leurs fenêtres. Lors de ses rondes quotidiennes, la simple présence de cette grande dame aux mains gantées, à la coiffure soignée, a tendance à calmer les patients.
Toutefois, malgré ces efforts, les conditions sanitaires demeurent insalubres et les épidémies de typhoïde sont fréquentes. À 37 ans, dans cet univers pour le moins inhospitalier, le doute assaille Constance Pascal, qui a parfois l'impression de se battre contre des moulins à vent. À sa guerre personnelle vient s'ajouter en 1914 celle de tout un pays. L'hôpital psychiatrique de Clermont, situé à quelques kilomètres du front, se retrouve piégé dans les mâchoires du premier conflit mondial. Et le système asilaire, déjà fragile, s'effondre dès les premières semaines de combat. Au cours de l'année qui suit, Constance Pascal redouble pourtant d'énergie. Entre ses consultations à l'asile et la rédaction de ses articles universitaires, elle trouve le temps de rencontrer en secret les civils de Clermont, qui n'ont plus de médecin. Lors de ces sorties, qui lui sont pourtant interdites, elle s'approche des lignes de front dans le but de récupérer quelques blessés et recueille aussi des soldats victimes de chocs nerveux causés par leur expérience des tranchées. Mais ces hommes ne font qu'augmenter le nombre de ces patients qui souffrent déjà d'un manque de nourriture et de chauffage. Passé l'hiver 1915 et le printemps suivant, l'hôpital est quasiment abandonné à son sort. La nuit, apeurés par le bruit des bombardements proches et l'écho sonore des balles, les malades se terrent dans leurs dortoirs sales, aux couvertures souillées, où pullulent les mouches et les punaises. « J'étouffe ici », écrit Constance Pascal dans son journal. « Je dois m'en aller. J'ai continuellement un serrement au cœur, une crispation générale physique et morale. Ça me diminue, ça m'affaiblit. » Le désespoir commence à poindre dangereusement dans le corps et la tête de Constance Pascal qui, si forte pourtant, est en train de se laisser choir. Il faudrait un miracle pour la sortir de cette impasse et lui éviter de basculer à son tour dans le même état d'effondrement moral que ses patients. Mais par chance, un événement inattendu vient soudainement la sortir du cauchemar. Un jour d'été 1915, le général Justin Mangin, basé dans le château qui jouxte le pavillon de Constance Pascal, vient consulter cette femme aliéniste qui fait tant parler d'elle au fil d'articles élogieux dans la presse et de ses publications récentes. Le militaire de 59 ans, brillant polytechnicien, pur produit de la culture méritocratique républicaine, est venu quérir quelques conseils au sujet de son épouse qui souffre de déséquilibres mentaux. Passé les portes du pavillon Fitz-James, il se retrouve nez à nez avec une femme élégante, aux yeux sombres, aux cheveux de jais coiffés en chignon et surmontés d'un peigne d'or, et dont la haute intelligence transparaît à travers l'éclat de son regard sombre. Constance, de son côté, remarque un homme qui a de l'allure dans son bel uniforme bleu horizon, tout comme ses yeux. Mais pour elle, c'est avant tout un homme cultivé et respectueux qui frappe ce jour-là à sa porte. La rencontre, intellectuelle d'abord, puis très vite amoureuse, s'opère sans mal. À peine un an plus tard, le 17 juillet 1916, dans une petite clinique discrète du 14e arrondissement de Paris, Constance Pascal accouche en secret d'une enfant de père et mère inconnus. C'est donc au titre d'orpheline de guerre, soi-disant retrouvée non loin des champs de bataille, que Constance Pascal feint d'adopter la petite Jeanne, qui reçoit alors le prénom de sa marraine, Jeanne Streicher. D'année en année, Constance mène avec fermeté sa barque de mère célibataire et, agrippée à sa fille, vogue vers plusieurs asiles de la région parisienne où elle occupe des postes de direction. Logée à l'écart, ses promotions lui offrent, en plus d'un prestige certain pour une femme de cette époque, la liberté dans laquelle elle peut enfin s'épanouir. Beaucoup de ses patients sont des soldats revenus du front, souffrant de graves troubles psychiques. Alors que l'état-major les suspecte de simuler leur psychose, Constance se charge de leur défense en tant que médecin expert devant les tribunaux de l'armée. Les années passent et la petite Jeanne grandit dans les asiles en enfant sage parmi les fous. À partir de 1922, sa mère, désormais quadragénaire, continue d'améliorer le quotidien de ses patients, femmes et enfants de l'asile de Chalon-sur-Marne. Parfois, pionnière d'une science encore méconnue, il peut arriver au docteur Pascal d'expérimenter des choix pour le moins surprenants, comme lorsqu'elle administre à ses malades du hashish, de la cocaïne ou, moins ravageur sans doute, des gobelets de champagne. Mais c'est elle aussi qui a l'idée de faire entrer les pianos dans les asiles où s'invite une forme de gaieté inconnue dans le passé. Constance Pascal a également l'idée de mettre en place une scolarisation des enfants. À cette fin, elle recrute une institutrice. Chaque été, comme dans toutes les écoles de la République, une fête est organisée.
Les enfants du personnel sont conviés. Les arbres se chargent de lampions et de guirlandes tricolores. Les jardins de l'asile se remplissent de musique et se transforment alors, le temps d'une journée, en un lieu d'insouciance. En 1927, Constance Pascal accepte le dernier poste de sa carrière à Maison-Blanche en tant que médecin en chef de l'asile de femmes de Neuilly-sur-Marne. Sur son passage, lors de ses promenades, les patientes enjambent les allées de buis pour la saluer ou caresser Toby, un petit chien sauvé de la fourrière par Jeanne et sa mère et devenu la mascotte des lieux. Toutefois, malgré ce semblant de normalité, l'asile demeure un lieu de grande violence. Un jour, dans un dortoir du 6e pavillon, une patiente se jette sur une infirmière qui a le dos tourné et tente de l'étrangler. Une surveillante parvient in extremis à la sauver, car oui, la vie n'est pas rose à l'asile, et parmi les 1700 femmes qui vivent à Maison-Blanche, beaucoup sont dangereuses, tout en sachant le cacher. Malgré tout, Constance Pascal cherche à comprendre ses patientes et fait preuve, malgré une sécheresse de cœur apparente, indispensable d'ailleurs pour se protéger dans un tel milieu, d'une grande et émouvante capacité d'amour. Malheureusement, pendant les années 1930, son cancer du sein récidive, en dépit d'une mastectomie réalisée avec succès quelques années plus tôt. La mort est donc en train de rattraper cette femme qui, à l'approche de ses 60 ans, et malgré les souffrances endurées, ne manifeste aucune peur. Elle patiente vaillamment, avec la même force d'esprit que celle qui la fit s'arracher au destin étriqué qui lui était promis dans l'Europe orientale de son enfance. Cette mort qui la rattrape enfin à l'hiver 1937, elle l'a donc souhaitée sans bruit, sans larmes, sans discours, sans tralala, dirait Louis-Ferdinand Céline, qui dans son voyage au bout de la nuit a d'ailleurs longuement décrit l'univers dans lequel a évolué Constance Pascal à travers l'expérience de son héros Bardamu, revenu fou des tranchées, avant d'être promu médecin dans un asile de la région parisienne à la fin du roman. Le voyage de Constance Pascal, débuté à l'est, au pied des monts de Roumanie, recouvert de pin noir comme ses yeux, s'achève à l'ouest, là où se couche le soleil. Comme au matin de ses 20 ans, une grande locomotive fumante, traînant de longs wagons bleu nuit, est venue la chercher sur le dernier quai de sa vie. Mais ne lui en déplaise, son histoire continue. Constance Pascal, pionnière de la psychiatrie française, est passée à la postérité. Cette figure oubliée a été redécouverte par les historiens du XXIe siècle. Oui, après une longue période d'effacement souhaitée par cette femme d'exception, Constance Pascal fait l'objet depuis quelques années d'un regain d'intérêt et même d'un retour en grâce. Au tournant des années 2000, l'historienne britannique Felicia Gordon se penche sur les figures oubliées de l'avant-garde du féminisme français. Par hasard, elle découvre le portrait de cette discrète étudiante roumaine de la faculté de médecine de Paris, plus occupée à fréquenter les salles d'études et les laboratoires que les cafés du quartier latin. Felicia Gordon s'émeut alors devant la trajectoire de cette femme brillante à la conquête de sa propre émancipation. Pourtant, Constance Pascal n'avait pas été la seule. Nombreuses furent les anonymes, étrangères et françaises, à venir alors tenter leur chance à Paris. Et c'est peut-être à cause de cela que Constance ne voulut pas être élevée sur un piédestal qui aurait risqué d'éclipser toutes les autres. Sa discrétion réside aussi peut-être dans sa volonté de ne pas être réduite à son sexe, même si beaucoup de jeunes filles de la génération suivante s'inspirèrent sans doute de son irréprochable réussite. Aux yeux de Constance Pascal, sa propre vie fut surtout et avant tout celle d'une psychiatre, car mis à part quelques cas d'école qui cèdent aux sirènes médiatiques, les médecins ont bien souvent tendance à s'effacer, cherchant avant tout à soigner leurs patients plutôt qu'à faire fructifier sur leur souffrance une gloire passagère. C'est sans doute pour toutes ces raisons qu'au début des années 2000, l'historienne britannique eut tant de mal à retrouver la tombe de celle qu'elle recherchait dans le cimetière de Neuilly-sur-Marne, non loin de l'hôpital où elle avait travaillé durant les 10 dernières années de sa vie. Ce jour-là, Felicia Gordon est tout de même parvenue à trouver une pierre tombale datant de 1937, une dalle noircie et mal entretenue. L'historienne se penche et tente de déchiffrer les lettres émoussées par le temps. Ne parvenant pas à lire, elle gratte le lichen blanc et, du bout des ongles, parvient à déchiffrer ces lettres. Doctoresse C. Pascal. Un nom oublié, qu'elle met à l'honneur en 2013 dans un livre tout juste traduit en France aux éditions des Femmes, Antoinette Fouque, retraçant la vie d'une femme roumaine
naturalisée française, modèle de l'émancipation féminine par le travail, pionnière dans l'évolution du regard porté sur les malades mentaux. Indirectement, Constance Pascal œuvra sans doute en faveur de la reconnaissance des droits des femmes, mais surtout de façon bien plus directe pour la reconnaissance plus difficile encore des droits des fous. Europe 1, historiquement vôtre. Michel Kerr, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Vous nous avez confié, en préparant cette émission, considérer Constance Pascal comme un personnage de roman. En quoi son destin, que je viens de raconter, est-il exceptionnel selon vous ? C'est effectivement une véritable épopée que vous nous avez racontée et qui a mené cette jeune Roumaine de Bucarest au quartier latin, de Villévrard à Maison-Blanche, une étudiante studieuse, persévérante, qui a été reçue au concours de l'externat, ensuite de l'internat des asiles, qui a été, dont on a vanté constamment quand elle a été reçue, et en font preuve des articles de journaux, son charme, son élégance, sa beauté, et qui, au fond, contraste singulièrement avec la misère sociale et morale du lieu de souffrance où elle va se consacrer à soigner les malades mentaux, et où elle va assumer de grandes responsabilités avec une autorité que tout le monde lui reconnaîtra, mais aussi une humanité et une féminité. Michel Kerr, je vous propose de donner quelques repères chronologiques sur l'histoire de la psychiatrie. À quel moment la discipline apparaît-elle ? On considère que la première étape, la plus très importante et nécessaire pour que la psychiatrie moderne puisse naître, c'est au moment de la Renaissance, le passage de l'idée d'esprit du mal à celui de maladie de l'esprit. C'est-à-dire qu'on abandonne la notion surnaturelle de la maladie mentale, de la folie, qui auparavant était considérée ou pouvait être considérée comme d'origine diabolique ou divine. Donc ça, c'est la condition nécessaire mais insuffisante pour que la psychiatrie naisse. Et on considère que la naissance de la psychiatrie, elle couvre la période un peu avant et après la Révolution française. Le père fondateur de la psychiatrie, Philippe Pinel, un Français, qui pose un certain nombre de principes. La naturalité de la folie, c'est-à-dire la folie est une maladie naturelle, et sortant du vocabulaire antérieur, va parler d'aliénation mentale, une maladie qui relève de la médecine et qui touche les aliénés. Et donc la psychiatrie va être développée notamment par son disciple Esquirol, qui va insister sur l'importance d'abandonner les traitements physiques qui étaient utilisés auparavant, notamment les purges et les saignées, au profit d'un traitement moral, on dirait aujourd'hui un traitement psychologique, et qui nécessite, pour être mis en œuvre, d'isoler la personne qui souffre d'une aliénation mentale, de l'isoler soit en le faisant voyager accompagné par un personnel, soit de le faire admettre dans un établissement privé ou public. Et l'établissement public qui va être créé à cette époque-là va s'appeler asile d'aliénés. À la fin du 19e siècle, Constance Pascal quitte la Roumanie pour la France, car c'est l'un des 2 seuls pays européens dans lequel les études de médecine sont ouvertes aux femmes. Elle y deviendra donc psychiatre. La France est l'un des pays pionniers de la discipline psychiatrique. C'est effectivement le lieu de sa naissance. Ça a été considéré dans toute l'Europe à l'époque, même s'il y a un certain nombre de pionniers de la psychiatrie en Italie, en Allemagne, en Angleterre, qui ont fait une œuvre utile. La France, donc sa culture, sa médecine, qui était encore aussi très bien considérée, très en avance à cette époque-là. Et puis la médecine mentale, c'est-à-dire la psychiatrie, était constituée en fait d'une attractivité pour un certain nombre de pays qui, par ailleurs, n'offraient pas la possibilité aux femmes de faire des études de médecine.
Alors, on va continuer à donner quelques éléments de définition. Michel Kerr, à l'époque de Constance Pascal, on parle encore des aliénés pour désigner les malades. Quel est le sens originel du terme ? C'est le sens étymologique. C'est aliéné vient de alienus, qui vient de alius, qui signifie autre ou étranger, détaché. D'où d'ailleurs le nom, le mot en ancien français de alien, qui veut dire étranger ou différent. Et donc c'est de là que vient l'idée, le mot d'aliénation mentale, donc qui a initialement été une maladie unique et qui présentait 4 formes, que je cite, manie, mélancolie, démence et idiotisme, et qui était marquée par le délire, les hallucinations, la confusion mentale, des périodes d'excitation, de dépression, des troubles du comportement, et tout caractère qu'on va retrouver au fil des siècles, et encore aujourd'hui, donc dans le cadre des psychoses et des troubles bipolaires, essentiellement. Mais alors que Constance Pascal commence à exercer, à la population d'aliénés que vous venez de décrire s'ajoutent de nombreux profils d'internés. C'est exact. L'asile a été victime de son succès, d'une certaine manière. Pour donner 2 chiffres, il y avait environ 5000 personnes internées en 1818, et en 1939, on en compte 110 000 en France. Alors, aux aliénés des origines, disons, on va dire, ont été rejoints une foule de pathologies cérébrales organiques, de détérioration intellectuelle due au grand âge, due à l'alcoolisme, et les épileptiques, les déficiences profondes, ce qui a conduit à un surencombrement des établissements, à une multiplication de ces établissements qui n'ont jamais suffi à faire face à cet afflux, et avec un nombre de médecins extrêmement faible, et donc une sous-médicalisation de ces établissements. Michel Kerr, en 1908, je l'ai raconté, Constance Pascal est affectée à l'asile de Clermont de l'Oise en Picardie. Elle s'y trouve au contact de nombreux internés aux profils divers. Sur quelle base légale les patients sont-ils internés ? Quelle loi est mise en application ? Alors à cette époque, et jusqu'en 1990, c'est la loi de 1838, du 30 juin 1838, qui a été promulguée par Louis-Philippe, roi des Français, qui va s'appliquer et qui va régler toutes les questions qui concernent les prises en charge des aliénés ou des personnes qui souffrent d'aliénation mentale. Les 2 plus grands principes de cette loi, c'est le fait que chaque département doit avoir un asile d'aliénés, et par ailleurs que toutes les personnes qui vont être admises dans ces établissements le seront sur le mode du placement. Placement d'office sur décision du préfet de police à Paris, essentiellement pour les malades présentant une certaine dangerosité, et placement volontaire à la demande de l'entourage, pour des personnes qui ne sont pas a priori dangereuses, mais qui ne sont pas en état de consentir à des soins qui, de toute façon, ne sont pas proposés ailleurs qu'à l'asile. Mais il y a donc des internements abusifs à l'époque. Alors, si on posait la question à Constance Pascal et à ses contemporains, ils répondraient que non. Et notre propre regard rétrospectif et un peu anachronique nous fait penser, en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on pense, de ce qu'on sait des personnes qui souffrent de troubles psychiques, neuropsychiques, qu'ils ne relèveraient pas aujourd'hui de l'asile. Mais à l'époque, il y avait pour un grand nombre de personnes pas d'autres issues, pas d'autres choix, pas d'autres possibilités pour qu'ils soient assistés, qu'ils soient surveillés et qu'ils soient soignés. Mais quel traitement était mis en place à l'époque de Constance Pascal ? Parce que l'imaginaire lié à l'asile est empli de méthodes dont le cinéma ou la littérature se sont emparés. Lobotomie, électrochoc, bain d'eau glacée, camisole de force. C'est la réalité ou la réalité est tout autre ? Alors Constance Pascal n'a pas connu les lobotomies, n'a pas connu les électrochocs qui ont été inventés juste après sa mort en 1938, et n'a pas connu l'essentiel des traitements de choc
qui ont pu être mises en œuvre, inventées dans les années 30. Ils sont apparus en 1936-1937 pour les comas insuliniques et les premières convulsivothérapies. Bon. Mais en son temps, donc, qui est quand même assez pauvre en traitements efficaces, il y a quand même un certain nombre de traitements biologiques, notamment des pyrothérapies, c'est-à-dire qui utilisent la fièvre comme agent thérapeutique, et notamment la malaria-thérapie, qui va être le premier traitement biologique qui va être efficace dans un certain nombre de troubles mentaux, en vérité de troubles neuropsychiatriques, c'est-à-dire des encéphalites syphilitiques, paralysie générale. Et donc, très vraisemblablement, Constance Pascal a employé cette méthode qui a permis d'inverser le processus chez de nombreux malades. Et puis, par ailleurs, donc, elle s'est beaucoup intéressée à d'autres traitements biologiques, abcès de fixation, des thérapeutiques sanguines, mais elle s'est beaucoup intéressée aussi à des thérapeutiques psychologiques, des psychothérapies, et notamment elle a inventé une nouvelle formule, une sorte d'adaptation des théories freudiennes qu'elle a appelée la psychanalyse pharmacodynamique, et qui consistait en des séances de psychothérapie avec l'emploi de ces agents que vous avez cités tout à l'heure, qui sont le hashish, la cocaïne, mais aussi le protoxyde d'azote, le gaz hilarant ou le champagne, et qui vont permettre à la personne qui est un peu bloquée, mutique, qui n'arrive pas à exprimer ses pensées et ses souvenirs, une sorte de déblocage psychologique, et provoquer une sorte d'abréaction, une sorte de catharsis qui va parfois conduire à révéler le secret pathogène et à ce que la personne puisse s'en dégager d'une certaine manière. Et dans quelle mesure Constance Pascal a œuvré pour le changement de regard porté sur les malades, les aliénés, pour reprendre le terme de l'époque? Le changement d'image qu'on lui doit, c'est en premier lieu le changement d'image dans le milieu médical, auprès des médecins ou de la médecine. C'est-à-dire qu'elle a montré que, elle n'est pas la seule évidemment, mais que l'asile peut être aussi le lieu de recherche, de traitement efficace, qui sont à l'origine de publications scientifiques qui, pour certaines, ont été remarquées en son temps. Et puis, par ailleurs, donc, elle a aussi manifesté l'intérêt qu'elle voyait à la prévention, et en sollicitant les médecins de ville, les médecins de famille, et qui, pour les inciter à faire des diagnostics précoces qui permettent de mettre en œuvre des soins précoces. Par ailleurs, elle s'est fait connaître du grand public à travers un certain nombre d'articles dans la grande presse, et notamment des reportages, et celui de Louis Roubaud qui est apparu dans le magazine Détective a sans doute le plus marqué le public et fait connaître cette personne hors du commun. Et pour terminer, Michel Kerr, Constance Pascal a été l'une des premières femmes psychiatres en France. Aujourd'hui, quelle est la part de femmes parmi les psychiatres en France ? Alors, Constance Pascal, oui, elle est donc la première, vraiment la première psychiatre en France. Alors, le processus de féminisation a été assez lent. C'est-à-dire, je regardais à peu près 20 ans après ses débuts comme interne, il n'y avait que 4 femmes sur environ 230 à 250 médecins spécialistes. Les choses ont évolué donc dans le courant du XXe siècle, et au début du XXIe siècle, la féminisation a pris une telle ampleur qu'on en est aujourd'hui à une petite majorité de femmes, aussi bien en psychiatrie publique qu'en psychiatrie libérale, sur de l'ordre maintenant d'une quinzaine de milliers de psychiatres. On est passé de 250 à 15 000, c'est-à-dire on a une augmentation de à peu près 60 fois. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a un peu plus de psychiatres femmes que de psychiatres d'hommes, beaucoup plus de psychiatres évidemment, beaucoup plus de missions aussi dévolues à la psychiatrie et de problèmes dont on estime que la psychiatrie a un rôle à jouer. Merci beaucoup Michel Kerr de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Constance Pascal, pionnière de la psychiatrie française. Je précise que le livre de Félicia Gordon, Constance Pascal, une pionnière de la psychiatrie française 1877-1937, est disponible aux éditions des Femmes Antoinette Fouque
Et Michel Kerr, votre livre « Soigner les fous, histoire des traitements médicaux en psychiatrie » est lui publié aux éditions du Nouveau Monde. Merci beaucoup. Historiquement vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.